Radio Présence dans le Comminges 94.1. Chers auditeurs de Radio Présence Pyrénées, il s'est tenu ce week-end à Saint-Gaudens le premier salon du livre organisé par l'association Comme un livre. Premier salon qui s'est déroulé au Cube et qui a permis à une multitude d'auteurs et de maisons d'édition de présenter leur travail. Revenons ensemble sur ce salon. Notre reporter et animateur d'Around the World, Cédric Bechet, était présent pour couvrir ce salon et on retrouve l'intégralité de son travail, 4 interviews. Pour commencer, Tony Lecoq, organisateur du salon et président de l'association Comme un livre. Ensuite, l'interview d'un mangaka, puis celle de Christian Louis, roman polar et historique, et enfin une sorte d'olni, objet littéraire non identifié, Orbus Mundi, avec Stéphanie. Et nous écoutons l'intégralité de ce travail, de ce reportage, et c'est une excellente idée, une bonne présentation pour des cadeaux au pied du sapin en ce temps d'avant qui démarre. Écoutons ce travail et nous vous souhaitons un bon voyage et une bonne immersion dans ce salon sur Radio Présence Pyrénées. Bonjour chers auditeurs, Cédric Bechet, l'animateur de Around the World. Alors aujourd'hui, je sors un peu de mon périmètre de l'animation qui vous fait voyager autour du monde parce que je suis au Cube à Saint-Gaudens en compagnie de Tony Lecoq qui est le président de l'association Comme un livre et je vous fais vivre le premier salon du livre qui se tient au Cube à Saint-Gaudens et donc qui s'est tenu puisque ce programme sera diffusé début décembre. Donc je vous fais une petite rétrospective de ce salon pour que nous vous invitions à partager vos lecture, vos envies de lire lors du deuxième salon qui se tiendra en 2026. Bonjour Tony Lecoq. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me recevoir. Alors déjà, vous êtes le président de l'association Comme un livre. Pouvez-vous nous parler de cette association ? Puis comment vous est venue l'idée de créer ce premier salon du livre à Saint-Gaudens et pourquoi Saint-Gaudens ? De base, je suis auteur de dystopie, donc j'ai parcouru beaucoup de salons en Occitanie. Et je n'ai pas réussi à trouver de salon local, entièrement local. Habitant à Saint-Gaudens, je n'avais pas de salon sur lequel me présenter mes ouvrages. Il y a le salon Terme Noire à Ancaustes-les-Thermes qui est centré sur du polar et du thriller. Il fallait, à mon sens, un salon généraliste. Donc j'avais, lors d'une interview, eu l'occasion de dire que j'aimerais bien que ce genre de salon existe. J'ai eu dans l'immédiat la librairie L'Indépendante, que je remercie 1000 fois, qui a été un excellent soutien, qui a dit « si tu veux le faire, on te suit ». La mairie m'a contacté en me disant « si tu veux le faire, on te suit ». Donc les motivations étaient là, l'envie de mon côté y était. Je suis auteur, ma compagne Leslie Vibert est autrice et mon meilleur ami est auteur. Nous avons donc décidé de fonder l'association Comme un livre qui n'a pour but que de faire vivre le livre dans des territoires peut-être un peu plus reculés, un peu moins servis par la culture. Alors effectivement, le Cube c'est un espace qui est vaste. Il y a beaucoup de mètres carrés. J'ai vu et je me suis déjà moi baladé dans les rayons où j'ai retrouvé quelques connaissances étant grand lecteur moi-même. Donc j'ai retrouvé des auteurs connus. Comment les auteurs sont arrivés sur ce salon ? Est-ce que vous les avez contactés ? Et pour eux, qu'est-ce qu'ils attendent de ce salon ? Le but, comme je vous disais, était d'apporter de la culture ici et surtout, je voulais qu'on ait deux mondes qui se côtoient. Grâce à la librairie L'Indépendante, nous avons 9 auteurs reconnus et 2 grandes maisons d'édition qui sont ici. Je voulais que eux puissent profiter d'un espace pour pouvoir venir apporter de la culture dans le Comminges et en profiter pour que tout ce qu'on appelle l'auteur émergent, ceux qui n'ont pas encore la visibilité qu'ils pourraient mériter, puissent l'avoir ici. Donc, on avait du coup 45 auteurs émergents qui ont candidaté. Nous avions mis un formulaire en ligne sur notre page Facebook que nous avons créée pour l'occasion. Et au fur et à mesure des salons, j'ai commencé à en parler autour de moi et on a eu la chance d'avoir énormément de candidatures. Il a fallu même faire un tri parce qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde.
Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont auteurs, qui écrivent, alors soit par passion ou qui en font aussi un métier, dans tous les genres. Vous aviez dit et tout à l'heure que ce salon était généraliste, donc pas centré sur un genre comme à Ancos par exemple. Pouvez-vous peut-être nous dire s'il y a des couleurs plus marquées que d'autres ou c'est vraiment quelque chose qui est très généraliste et on va retrouver, alors moi en me baladant dans les rayons j'ai vu par exemple du manga africain. Voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas à titre personnel et pourtant je lis du manga. J'ai vu tout à l'heure, j'ai croisé une autrice qui m'a présenté son projet hybride de comédie musicale, de roman, comédie musicale, accompagné en plus d'une bande son qui complète le livre. Donc franchement, c'est quelque chose de novateur. Donc il y a à la fois, on va dire, un peu de tout. Voilà. Donc est-ce qu'il y a voilà, des couleurs qui, peut-être, vous aussi, selon votre sensibilité, vous a fait retenir telle ou telle personne et des couleurs présentes sur ce salon? Quand nous avons commencé la sélection, le but c'était d'être extrêmement généraliste. Donc on a même limité pour qu'il n'y ait pas trop du même style, du même genre littéraire sur le salon. Le maximum normalement c'est 3 de chaque genre. Et le but effectivement c'était d'avoir de la fantaisie, du manga, du contemporain, de la romance, de la new romance, vraiment être le plus large possible. La librairie, l'indépendante, a vraiment des auteurs formidables comme Céline Minard qui va faire une table ronde, Christophe Agnus et François-Henri Soulier qui sont quand même des pointures dans leur domaine. Et de notre côté, on voulait qu'on ait un équilibre avec un maximum de genres différents. Donc vous avez parlé de manga africain, effectivement. Il y a une maison d'édition spécialisée dans le manga aussi. On a une maison d'édition toulousaine qui fait du pulp, donc qui a relancé le genre de la nouvelle française et qui commence à être bien suivi sur les réseaux. Et on a des auteurs qui sont dans leur petit salon, qui voulaient juste pouvoir rencontrer de nouveaux lecteurs. Donc c'était l'opportunité pour tous ces gens-là, et vraiment dans des styles le plus large possible, de venir sur le salon. On a côte à côte de la new romance, de l'horreur, suivi de fantasy. Alors ce qui est intéressant sur ce salon, hein, donc je le rappelle, ce salon se tient sur 2 jours. J'imagine que les éditions ultérieures prendront le même format. Je pense aussi que effectivement il n'y a pas que des auteurs, hein, vous l'avez bien dit, il y a des maisons d'édition. Ce qui m'a moi interpellé aussi, parce que j'ai regardé le programme, il n'y a pas que de la présentation d'auteurs et de maisons d'édition, il y a aussi tout un ensemble d'activités qui vont ponctuer l'ensemble de ces 2 jours. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La base était de constituer un panel d'auteurs vraiment large pour attirer un maximum de styles. Maintenant, un salon du livre, par expérience, vit en fonction de ses rendez-vous. Nous avons eu l'opportunité de laisser la scène aux auteurs qui d'habitude n'en profitent pas pour une petite lecture, pour une session de chant. Et on voulait aussi que d'autres prestataires, d'autres partenaires puissent étayer tout ce salon d'animation. Donc on a Family Relax qui va faire de la lecture de contes pour enfants. On a les explorateurs ludiques qui font des sessions de jeux de société spécialisés autour du livre. Donc c'était des rendez-vous pour rythmer ces 2 jours, pour que tout le monde y trouve son compte et surtout que ça ramène un maximum de flux sur tout le week-end. Effectivement, en fait, ce qui est intéressant dans votre programmation, c'est que tout le monde peut venir. C'est pas un salon vraiment centré sur les lecteurs avertis. Vous pouvez venir en famille puisque vous avez créé des moments, par exemple, pour les familles. Il y aura des lectures, des petits spectacles musicaux qui vont animer, rythmer ces 2 jours. C'est aussi la période de Noël qui approche, donc c'est aussi un bon timing pour tous nos auditeurs de penser à peut-être faire travailler les écrivains, parce que c'est important, hein. Il ne faut pas oublier que sur le prix d'un livre, un écrivain touche peu. Et donc, plus il vend, mieux c'est. Et souvent, c'est un travail mal rémunéré, parce que le temps de création est un travail extrêmement long, et parfois avec plusieurs allers-retours entre l'écrivain et l'éditeur avant publication. Alors pour ma culture, parce que j'avais un instituteur qui disait une journée est efficace si tu apprends au moins une chose dans cette journée. Vous avez dit 2 mots qui moi m'échappent et peut-être qui échapperont à nos auditeurs. On parlait de genre littéraire présent sur le salon. Je ne connais pas le mot pulp et le mot new romance. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer? La new romance, pour commencer, c'est ce courant actuel de romans très frais, des couleurs très pastel. Les téléfilms de M6
en roman, avec beaucoup de. C'est proche du feel good parce que vous avez vraiment un univers qui est coloré, qui est agréable, dans lequel on va rentrer. Alors vous avez ce qu'on appelle des tropes, des sujets spécifiques qui reviennent, enemy to lovers, donc de ennemis à amoureux et tout ça, mais c'est de la romance dépoussiérée, avec une littérature qui se dévore très vite, des chapitres qui passent très vite. Donc la New Romance, c'est la romance telle que vous la connaissiez, sous stéroïdes. C'est quelque chose qui bouge beaucoup plus. Et la pulp, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors, le pulp, pour le coup, c'est la maison d'édition Luftunger qui nous fait le plaisir d'être là. Donc, Luftunger, c'est une maison d'édition toulousaine. Il regroupe tout ce que vous retrouvez en nouvelles francophones. Imaginez la Seconde Guerre mondiale, encore une fois sous stéroïdes, avec des nazis très méchants et un héros hyper badass qui arrive. Le pulp, c'est ces récits des années 50, très courts, que vous retrouviez en petit format, qui étaient dévorés sur les quais de gare ou autres. Et en fait, ils ont développé un système de newsletter. Tous les mois, vous allez recevoir un nouveau pulp, une nouvelle nouvelle. Et vous avez un recueil de nouvelles aussi par an qui sort avec entre 20 et 30 œuvres à l'intérieur. Donc ce sont des récits courts, pleins d'énergie, et c'est vraiment un plaisir de les avoir. Vous ne pourrez pas voir les couvertures malheureusement à la radio, mais c'est vraiment quelque chose qui attire l'œil. C'est vraiment ces films bourrés d'action des années 50. Et pour conclure un peu cet échange, je voudrais parler un peu du modèle économique de l'auteur, parce que entre les lignes, dans votre propos, vous évoquez, parce que la lecture, elle n'est plus que papier aujourd'hui, elle est aussi numérique, sur écran, sur une multitude de supports. On peut commencer un livre papier, puis le continuer par exemple sur son téléphone, puis le reprendre sur son ordinateur grâce au nuage. Donc le cloud, c'est ces serveurs qui peuvent héberger des données et avec le même outil récupérer l'endroit où on a stoppé sa lecture. Vous parliez aussi de modèles hybrides, par exemple dans le pulp avec cette diffusion de lettres d'information, ou par exemple on pourrait faire un parallèle un peu avec les maisons de disques, par exemple, où certains auteurs émergents, plutôt musiciens émergents, lancent leurs compos sur un réseau social, et en fonction du nombre de likes ou de vues, les maisons de disques les repèrent. Pour les auteurs, c'est un peu le même schéma. On pourrait imaginer, je lance une publication sur le réseau, sur Internet, et puis en fonction du nombre de lectures, de partages ou de choses, ça peut permettre peut-être à des éditeurs de repérer des nouveaux talents. Donc, quel est un peu votre sentiment, ou plutôt comment voyez-vous l'avenir du métier d'auteur, en tenant compte de deux choses: les nouvelles technologies, donc je parle de l'internet dans un premier temps, mais qui est une nouvelle ancienne technologie, et surtout le sujet du moment, l'intelligence artificielle, qui est quelque chose qui est de plus en plus prégnant. Bien ou pas, je ne vais pas émettre de jugement sur la question, mais moi, en tant que vous, créateur et présidente de l'association Comme un livre, comment voyez-vous, donc le métier d'auteur dans l'avenir, le modèle économique avec l'Internet, et puis peut-être l'impact de l'IA sur le métier? Les auteurs, de manière générale, sont des créateurs. Ce sont des personnes qui vont, à partir d'expériences, de vécus, de lectures, d'événements, créer leur propre monde, et en fait c'est ce qu'essaie de faire l'IA. Sauf que l'IA ne va faire que utiliser les lignes que vous lui avez données pour remodeler, pour mettre la ligne 1 à la place 6, la ligne 12. Donc même si l'intelligence artificielle est de plus en plus développée et de moins en moins visible, il y aura toujours une place pour le créateur. Le créateur, tous les créateurs que nous avons ici ont créé leurs propres œuvres. On a des auto-édités, on a des personnes qui sont en maison d'édition, on a vraiment des auteurs de tous bords. Nous avons fait une présélection pour être sûr de la qualité de tous les intervenants. Nous avons lu tout ce que nous pouvions lire, au moins par un chapitre, pour pouvoir découvrir la qualité derrière. Et nous avons eu de très très peu de tentatives, mais on a un auteur qui a tenté une inscription sous intelligence artificielle. C'était extrêmement visible et il n'a pas été invité. Mais je pense que de toute façon, l'intelligence artificielle, j'en ai fait le profit, le cœur de ma dystopie, puisque je suis auteur de dystopie. L'intelligence artificielle et les réseaux sociaux, ils ont beaucoup à apporter, mais ils vont être légiférés, clairement,
quand vous avez même Disney qui se fait voler toutes ses œuvres pour que l'intelligence artificielle puisse créer des œuvres soi-disant originales et que vous retrouvez dans les sources, bien du coup Disney va faire exploser ça, et n'importe quel auteur qui reconnaît sa patte sera en droit, je l'espère, prochainement, de réclamer son dû. Je sais que vous avez le grand économiste qui avait prévu le krach boursier de 2008 a annoncé que l'IA arrivait en fin de cycle. Il table sur un effondrement de l'IA prochain, et je suis certain qu'effectivement, ils ont eu toute opportunité de voler du contenu, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ils n'ont jamais rémunéré qui que ce soit pour leur modèle. C'est une étape, ça disparaîtra. L'auteur, mais que ce soit sur format papier, sur tablette, peu importe, l'auteur aura toujours sa place, parce qu'on a besoin de créateurs, on a besoin d'avoir le cerveau qui se libère. La richesse de la lecture, et on le voit sur le salon avec la richesse des styles, est indispensable, et il y en aura toujours. Merci Tony Lecoq, donc président de l'association Comme un livre et organisateur du premier salon du livre à Saint-Gaudens, au Cube. Merci pour votre salon, je vous souhaite une bonne continuation et un bon salon. Merci Cédric, à très bientôt. Jaco, oh, 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 mon ami Jaco, où est la oulalo, si, Jaco, oh, 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 mon ami Jaco, où est la brûle toutes ces lettres qui te tordent de l'intérieur. Que ta vie reste le maître, même à commettre quelques erreurs. Je sais que c'est facile à dire quand on ne le vit pas. À quoi bon se faire souffrir en écoutant ne me quitte pas. Jaco, oh, 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 mon ami Jaco, où est la lalo, si, Jaco. Mon ami Jaco, où est la si c'est pas la bonne, c'est un coup d'essai. Dis-toi, il y a mal donne, il y a que recommencer. Te prends pas la tête, laisse faire le temps. Ce soir on fait la fête, comme au bon vieux temps. Jaco, oh, 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 mon ami Jaco, où est la oulalo, si, Jaco, oh, 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 mon ami Jaco, où est la bibili bam bam be, yananano, yanananso, oh. Jaco,
Chers auditeurs, nous sommes toujours sur Radio Présence Pyrénées, deuxième jour au Salon du Livre de Saint-Gaudens, et aujourd'hui je suis avec Maxime qui représente Louis, mangaka de son état, qui va nous le présenter son travail. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors Maxime, pourquoi êtes-vous ici sur le Salon de Saint-Gaudens, et peut-être nous présenter Louis, son travail de mangaka, ses différentes séries, puisqu'il a peut-être différentes productions. Et puis peut-être un petit peu nous parler après de comment lui il perçoit son métier, avant, après, l'impact des nouvelles techno. Donc on va commencer par présenter Louis et son travail. Alors, déjà merci pour l'interview. Alors déjà pourquoi je suis ici, donc c'est Tony qui nous a invités, donc encore merci à lui, pour pouvoir présenter du coup Red Flower. Donc Red Flower c'est le manga de Louis, manga africain pour le coup. Donc ce sont des histoires courtes inspirées de contes et légendes d'Afrique de l'Ouest. Il faut savoir que Louis est franco-ghanéen, donc il a grandi pendant plus de 20 ans en Afrique de l'Ouest, et il s'est dit un jour, en regardant les scans de One Piece, c'est comme ça qu'il a découvert le manga, que moi aussi j'ai envie de raconter des histoires, mais en m'inspirant de ma culture, du folklore dans lequel j'ai grandi, et surtout des contes et légendes qui ont bercé son enfance. Et je crois surtout que chez les Africains, il y a une tradition, les griots, qui sont des grands conteurs. Il y a une tradition forte orale qui fait que il y a une transmission, notamment aussi des... Tu me parlais tout à l'heure quand tu me le présentais avant de démarrer l'interview, Maxime, des responsabilités, et le conte était aussi un vecteur sur les places centrales de village par l'entremise des griots, qui forment une caste très particulière, en plus dans certaines ethnies d'Afrique de l'Ouest. Et donc, lui, il a voulu peut-être, Louis, un peu reprendre ça avec un nouveau support, qui est un support plus moderne, qui est le manga. Et donc, je te laisse un peu nous présenter son travail, son personnage, et puis peut-être un petit peu justement l'intrigue de la série. Alors tu as tout à fait raison, notamment par rapport au griot. C'est vrai qu'en plus de ça, Louis est un très bon conteur, vu qu'il a grandi avec ça. Donc il a voulu le mettre à l'honneur, notamment dans sa nouvelle série, donc Red Flower, dans lequel du coup on va suivre le jeune Kelly, qui est inspiré notamment de ses amis. Donc il s'inspire de ses amis et du peuple de son papa. Voilà, parce que Ghana, il fait partie d'une tribu, alors si je me trompe pas, c'est Ashanti, la tribu Ashanti. Et donc voilà, on suit Kelly, un jeune de ce village qui souhaite en fait devenir un grand guerrier, comme son grand frère, qui en plus de ça pratique en fait un art martial, le non violent. Voilà, donc c'est surtout une façon de communiquer à travers le corps et l'esprit. Donc c'est vraiment une philosophie qu'il va devoir apprendre. Parce que pour lui, pour l'instant, les arts martiaux, c'est juste faire des katas et puis battre son adversaire. Mais non, c'est pas que ça. C'est aussi une façon de communiquer avec l'autre de manière non violente. Voilà. Alors, est-ce que cette série est toujours J'imagine que c'est un nouveau travail, donc elle est en cours de parution. Combien de tomes sont sortis, et par exemple, où est-ce qu'on peut se les procurer ? Alors c'est une série courte pour le coup, donc on est loin des One Piece justement. C'est une série qui est prévue en 5 tomes seulement, donc on a déjà les 2 premiers volumes qui sont sortis elles sont disponibles, du coup ils sont disponibles partout, donc Fnac, Cultura, Amazon ou en librairie spécialisée près de chez vous. Voilà. Alors pour les locaux de l'étape, effectivement on a un partenaire du salon, c'est l'Indépendante qui peut vous commander s'ils n'ont pas cette référence. On a aussi une autre librairie qui s'appelle Ludobule qui s'est ouverte aussi dans le centre-ville de Saint-Gaume, mais qui elle est un petit peu plus spécialisée sur la bande dessinée et le manga, qui fait aussi les jeux de société. Voilà, alors ensuite Maxime, je voulais un petit peu parler avec toi du processus de création. Alors déjà des spécificités liées au mangaka, à l'auteur qui fait du manga. Et puis un petit peu, quand tu es mangaka junior, bien évidemment tu as une école, des bases un peu comme un architecte certainement. Tu as quand même un art du trait certainement à maîtriser, des techniques à connaître. Et puis après, tu te lances, tu crées ton premier travail, ta première œuvre.
Parce que bon, créer c'est du temps et en même temps que ce temps il faut se le financer, hein. Donc il faut ne pas oublier ce point-là. C'est pour ça que je vous encourage toujours à acheter des livres, hein, c'est important parce que ça permet de financer les auteurs. Ne pas oublier également que l'auteur, le livre c'est une chaîne et que l'auteur en bout de chaîne, si je puis dire, ne reçoit pas ou que peu du prix, il reçoit une petite part du prix vendu, même si le prix en France, peu importe où vous achetez un bouquin est unique, l'auteur lui en perçoit une toute petite part. Donc ça, faut pas l'oublier. Donc je vous encourage à acheter les bouquins où il y a peut-être d'autres modèles de distribution. Donc je voulais savoir comment Louis voyait son métier avec la venue d'Internet. Est-ce que, par exemple, voilà, il s'est lancé avec quelques planches qu'il a diffusées sur le réseau pour voir quel écho il avait? Est-ce qu'il a une communauté? Et puis, est-ce qu'il a été repéré comme ça? Est-ce que Louis ou toi, Maxime, son assistant, comme vous bossez ensemble, vous travaillez avec un éditeur, vous vous auto-éditez? Je crois que tu m'as parlé tout à l'heure d'une première série auto-éditée, donc tu pourras m'en dire un mot. Et peut-être quelle différence entre le fait de travailler en auto-édition et un éditeur? Et puis, pour conclure cet entretien, peut-être un petit mot sur l'IA et la création comme auteur et comment peut-être, ou pas, et je ne le souhaite pas, l'IA impacte l'univers des mangaka. Alors, pour répondre à tes questions, il y en a beaucoup. Alors déjà, pour commencer, je vais te raconter un petit peu comment Louis, du coup, en est arrivé là, déjà à créer Red Flower. Donc effectivement, il a commencé en auto-édition. Donc avant la série Red Flower chez Glénat, il a fait les Red Flower Stories. Voilà, donc ce sont des histoires courtes en auto-édition. Donc dans chaque bouquin, on va avoir plusieurs aventures différentes avec les différents héros qu'on retrouve dans Red Flower. Donc on va retrouver Kelly, son grand frère, donc chacun va avoir son histoire. Donc c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est fait repérer. Donc au tout début, il avait cette série en auto-édition financée par les lecteurs. Voilà, donc il est passé par Ulule. Merci encore à eux, on a fait une petite dédicace pour tous les participants. Et il a écumé littéralement tous les salons en France, les petits comme les gros, tout seul. Voilà, donc il a payé ses stands, il s'est autofinancé et du coup il s'est fait vraiment cette base de lecteurs tout seul. Et c'est grâce à tout ce travail, toutes ces années de salons très épuisantes qu'il a été repéré par Glénat. Donc c'est Glénat qui est venu le contacter, parce qu'ils ont adoré le projet, forcément du manga afro, c'était un peu une toute première en France. Donc du coup, voilà, il a eu cette chance de pouvoir signer avec eux. Donc maintenant il a les deux, il a l'auto-édition, il continue l'auto-édition, parce que c'est important, tu disais tout à l'heure par rapport à ce que touchait l'auteur, mais oui effectivement l'auto-édition, ça permet aussi d'avoir une base de revenus exactement, et en plus la série chez Glénat. Alors du coup la différence, quelle est la différence entre les deux? La différence est assez simple, hein, c'est-à-dire qu'en termes de distribution, c'est vrai que chez Glénat, on n'a pas forcément besoin de s'occuper de tout ça, hein, c'est eux qui s'occupent de ce genre de choses. Donc, c'est va dire que c'est tout le côté un peu fatigant, négatif de devoir tout diffuser soi-même. Glénat, il s'en occupe et lui, il a juste à dédicacer les tomes. Mais en contrepartie, voilà, effectivement, lui, il sera vraiment en bout de chaîne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand il va toucher sa part sur les bouquins, quoi. Là où l'auto-édition, effectivement, donc on doit tout faire nous-mêmes, ramener les bouquins, les salons, etc. Mais par contre, voilà, c'est lui, il va toucher une plus grosse partie sur la vente des bouquins. Comment Internet après ensuite comment Internet, alors Internet c'est très important surtout aujourd'hui en 2025, ça fait déjà plusieurs années. Aujourd'hui tout le monde est sur Internet, on a Instagram, Twitter, etc. Donc pour diffuser surtout en tant que, je pense notamment à ceux qui sont que en auto-édition, c'est très important. Donc c'est un peu c'est presque obligatoire, j'ai envie de dire, aujourd'hui, d'avoir les réseaux sociaux pour pouvoir diffuser son art, que ce soit des bouquins, des illustrations ou autres. Donc je pense que oui, c'est nécessaire. Et même moi qui suis actuellement, alors je n'ai pas signé chez Glénat, je travaille avec lui, mais je suis moi-même en indépendant en tant qu'illustrateur et j'ai besoin d'Internet pour pouvoir diffuser mon art. Et concernant l'IA, alors pour en avoir déjà discuté à maintes reprises avec Louis, je pense qu'un jour il fera une vidéo là-dessus. Je sais qu'on est assez... alors, c'est assez compliqué de se positionner sur l'IA parce que pour moi, c'est quelque chose qui est... L'IA évolue de manière tellement rapide
qu'aujourd'hui tout le monde l'utilise. Ça fait déjà partie de notre quotidien, c'est un peu comme le téléphone, aujourd'hui tout le monde en a un. Donc c'est difficile de lutter contre l'IA, surtout qu'elle s'améliore de mois en mois. C'est même pas d'année en année, c'est de mois en mois, elle s'améliore. Moi en tant qu'artiste, effectivement, je suis pas forcément pour. Mais je dois admettre que l'IA, on est obligé de vivre avec, donc je vais plus la voir comme un objet, comme un outil, qui pourrait potentiellement aider à créer, on va dire... faut que je fasse attention avec ce que je dis, parce que c'est un sujet très sensible. Mais pour moi, ouais, c'est vraiment un outil. C'est comme Pinterest, c'est comme les photos qu'on trouve sur Google. Ça peut aider à imaginer certains, ou du moins améliorer certaines de nos idées. Mais pour moi, il ne faut pas l'utiliser pour une création, pour créer à 100% un projet. Voilà. Maxime, je te remercie d'avoir présenté le travail de Louis. Donc je vais te laisser le rappeler ce travail. Donc vous êtes Louis, et Maxime, par ton entremise, tu représentais Louis au salon du livre, au premier salon du livre de Saint-Gaudens, ne pas l'oublier, mais je pense qu'il y en aura d'autres, il y en aura certainement une nouvelle édition en 2026. Donc, et puis c'est les fêtes de fin d'année approchent. Donc c'est aussi une belle idée de cadeau à mettre au pied du sapin. Donc Maxime, pour conclure, je te laisse rappeler un petit peu tout le travail de Louis et les séries qui existent. Et puis je te remercie d'avoir participé à cet entretien. Écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Donc pour rappeler un peu ce qu'on a, donc un magnifique pack de stories, voilà, d'histoires courtes en auto-édition, si vous voulez faire découvrir la culture ghanéenne à vos enfants, et même pour vous, parce que c'est à partir de 9 ans. Donc ça, c'est très accessible, ça correspond autant pour les jeunes que pour les plus âgés. Et sinon, vous avez la possibilité de vous procurer les 2 premiers volumes de la nouvelle série chez Glénat, pour ceux qui ont déjà découvert un petit peu les préquels. Donc Red Flower chez Glénat et les Red Flower Stories que vous pourrez retrouver sur mon stand. Merci Maxime pour cet entretien et le temps que tu m'as accordé, et je souhaite un très beau succès à tout ce très beau travail. Merci à vous. Et Gabi, accoudé au mur, Gabi ferme les yeux, même les klaxons des voitures ne dérangent monsieur. Du nez comme d'autres piques, une tête dans l'eau glacée, Gabi est bien pâle. Gabi, tu te sens bien, si bien que tes yeux pleurent. Non mas de lendemain, si l'hiver dans ton cœur. Gabi, son seul amour, il se l'envoie pour transfusion, il se l'envoie chaque jour sans aucune hésitation. Gabi n'est pas méchant, mais parfois agressif, tout dépend du moment de sa dernière reprise de Gabi. Je vous le dis, c'est pas un mauvais bougre. mais ce qu'on s'est foutu à fond dans la poudre. Et-il le lâche, Tu le flash, cherche-t-il la satosphère? on ne revient jamais. Aïe Gabi, lui seul le sait. Eh Gabi, comment ça va la vie? Oh Gabi, comment ça va la vie? Oh Gabi, comment ça va la vie? Oh Gabi, comment ça va la vie? Accoudé au mur, Gabi en trouve un œil, il est 4h l'après-midi. Il doit se faire le portefeuille, le dealer passe à 6h, ne fait plus de crédit. Alors il débarque chez sa mère et lui prend son RMI. On a beau lui parler, lui dire c'est de la daube qu'il faudrait tout arrêter. Il te dit oui oui, te tape sur l'épaule, te fait un clin de se barre aussitôt et rigole. En fait les seules personnes qui l'écoutent s'appellent Fix, s'appellent Shoot et Gabi. Comment ça va la vie? Oh Gabi, comment ça va la vie? Oh Gabi, comment ça va la vie? Oh Gabi, comment ça va la vie? Je ne suis pas gourou ni redresseur de tort, mais putain de merde, ça fait chier qu'un copain est mort à cause de cette pute, de cette fouteuse de merde, de cette femme. Gabi lui mange dans la main, lui baise les pieds. Gabi est à genoux, rien ne peut l'arrêter. Gabi me dit qu'elle a un pouvoir surnaturel, un pouvoir qui va être mortel. Comment finira-t-il? Est-ce que les jeux sont faits? Est-ce qu'on le retrouvera dans une cage d'escalier? Je le souhaite vraiment pas, tellement l'ont déjà fait que je ne peux m'empêcher d'y penser. Gabi,
Comment ça va la vie, Ouagabi? 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 Chers auditeurs, nous sommes toujours au Salon du Livre de Saint-Gaudens, le premier salon édition 2025 qui se tient au Cube, deuxième journée. Et j'ai le plaisir d'avoir au micro Christian Louis. Donc Christian Louis qui est un auteur d'ouvrages historiques et de romans policiers qui se passent dans le Comminges. Alors je le dis peut-être très mal, il va mieux se présenter. Bonjour Christian. Oui, bonjour Cédric. C'est effectivement ça, je n'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai une première partie, je dirais, de production d'écrits qui était essentiellement basée sur l'art, les arts plastiques, puisque c'est mon métier. Je suis un ancien agrégé d'art plastique et formateur de profs. Donc j'ai beaucoup publié dans le domaine de l'art. Art contemporain et histoire de l'art. Et puis, à partir de 1998, ça commence à dater, j'ai commencé à publier des romans, et des romans qui se situaient au début dans les Pyrénées. Puis ensuite, dans d'autres pays où j'ai vécu, Indonésie, Maroc, que j'ai visité, comme le Canada, les États-Unis. Et puis, je dirais, ces 10 dernières années, je me suis centré sur les Pyrénées. Alors, quand je parle des Pyrénées, c'est essentiellement entre Ax-les-Thermes et Bagnères de Bigorre, versant français et un petit peu versant espagnol. Et donc, avec quelques caractéristiques, des polars, des romans policiers noirs contemporains, et puis des romans historiques avec une période principale, le XVIIIe siècle, période passionnante, et puis le XIXe siècle également. Voilà, donc ce sont ces caractéristiques. Après, je peux rentrer dans le détail de quelques fils conducteurs de mes polars, par exemple. Alors, on va pas se mentir, je suis un gros lecteur de votre travail, Christian, et j'ai toujours eu quelque chose qui m'a fasciné quand je vous ai lu, c'est votre qualité d'enquêteur. Parce que quand, par exemple, vous rédigez un ouvrage historique, donc vous allez un petit peu nous resituer l'espace-temps dans lequel votre travail historique s'inscrit, vous menez un vrai travail d'enquête sur le terrain, déjà parce que certainement vous êtes féru d'histoire et pour coller à la réalité, il faut vraiment, réalité parfois oubliée aussi, ou qu'il faut déterrer. Et je crois que vous avez vraiment ce travail d'enquête qui vous tient à cœur et que peut-être vous transposez aussi dans votre process d'écriture pour votre travail de roman policier. Oui, c'est très vrai. Et cela, ça vient d'un de mes professeurs à la Sorbonne, qui s'appelait Daniel Arras, qui, à la suite de ses cours d'histoire de l'art, nous disait « Allez au Louvre, choisissez une œuvre, enquêtez ». Et donc, il y avait tout ce processus de recherche de tout ce qu'il y a autour et avant l'œuvre d'art. Donc, j'ai passé une partie de ma carrière de prof agrégé à analyser, à chercher autour des œuvres d'art. Et puis, j'ai appliqué cette méthodologie, je dirais, historique à la création et à l'écriture de polar et surtout des romans historiques. L'assassinat de Sembéa, qui est certainement l'un de mes romans les plus connus, représente 6 ans d'enquête de terrain. Voilà, beaucoup de recherches en archives, archives locales, archives départementales et archives nationales à la Bibliothèque nationale de France. Oui, effectivement, tous mes romans partent d'enquêtes de terrain très approfondies, et même sur les polars contemporains. C'est-à-dire, je les croise, et c'est une des caractéristiques, je croise un phénomène de société avec des lieux et avec mythes et légendes des Pyrénées. Par exemple, une cascade d'enfer, violence faite aux femmes, croisée avec Jeanne de l'Ours, la légende de Jeanne de l'Ours, et des lieux bien particuliers des Pyrénées. Alors, vous êtes présent toute la journée, bien évidemment, sur ce salon. Quel est pour vous l'intérêt des salons comme donc ce premier salon du livre à Saint-Gaudens ? Et puis, pour continuer un petit peu notre réflexion, moi, une question qui m'intéresse, c'est comment l'auteur crée. Je voulais un petit peu discuter avec vous de comment les nouvelles technologies ont peut-être impacté ou pas
votre travail. Et peut-être pour conclure un petit peu cet échange, tout en rappelant à la fin de cet échange où vous trouvez et où où on peut se procurer vos ouvrages, puisque Noël approche, ça peut être une très belle idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année. Comment vous voyez l'intelligence artificielle intervenir ou pas dans la création ? Oui, alors effectivement, cette question de l'intelligence artificielle tracasse certainement beaucoup d'auteurs. Puisque avec certains logiciels, on peut facilement créer un roman complet. Donc il y a certainement une inquiétude qui est celle que vivent, je dirais, d'autres personnes dans d'autres professions qui tout d'un coup s'aperçoivent que leur métier va disparaître. Je ne veux pas être trop pessimiste, mais je me dis que quelqu'un qui veut créer une maison d'édition sans droit d'auteur à des auteurs peut donner quelques ingrédients au logiciel et avoir un texte plus ou moins long, et donc avec la disparition de l'auteur. Donc je pense que nous sommes certainement la dernière génération, je crois, la dernière génération des auteurs tels qu'on les a connus. Mais on le voit bien, on voit bien que sur Internet, il y a des films et des vidéos qui sont générés sans comédien et qui ressemblent à la réalité. On pourrait très bien, je dirais, peut-être télécharger tout Modiano et sortir un roman style Modiano, par exemple, ou tel autre auteur. Donc je pense que l'intelligence artificielle va très probablement faire disparaître un certain nombre d'auteurs. Et moi j'ai quelques idées peut-être pour essayer de contrer ça, mais je ne sais pas du tout si elles seront valables. Pour un polar, par exemple, j'imagine écrire tous les chapitres moins un, sauf le dernier chapitre où l'énigme est révélée. Et à la place du dernier chapitre, il pourrait y avoir un flash code que le lecteur va flasher et donc va pouvoir télécharger. Par exemple, on peut imaginer des choses de ce type-là. Mais on est, nous aussi, soumis à certainement cet impact de l'intelligence artificielle. Et moi, dans mon boulot d'écrivain, je vois pas, je n'ai aucun intérêt particulier, quoi. Ça ne m'aide pas plus particulièrement. Alors, merci pour ces réflexions consacrées à l'IA. Alors, je crois que vous vouliez encore rajouter quelque chose au sujet de l'IA. Oui, alors, juste quelque chose qui s'est déroulé devant moi au salon de Sorèze. Un monsieur arrive, il se présente, je suis médecin à la retraite, je suis passionné de littérature, etc. Il me dit, êtes-vous célèbre ? Comment le dire ? On ne peut pas répondre. Il me dit, attendez, il sort son téléphone et sur je crois que c'est ChatGPT ou autre, il tape mon nom et mon prénom. Il appuie, mais 15 secondes après, il me dit, vous êtes professeur agrégé, vous êtes né à Saint-Gaudens, vous avez fait telle étude à la Sorbonne, vous avez exposé au Canada, etc. Et il me montre des pages entières de texte, ma biographie. En quelques secondes, le logiciel avait été chercher sur Internet des choses, mais je ne savais même pas que c'était publié sur Internet, et c'était vrai. Et ça, c'est quand même assez étonnant, et ça sera un bon sujet pour un de mes prochains polars. Alors, justement, vous parliez de vos prochains polars. Quels sont vos derniers travaux, un en ouvrage historique et deux en roman policier, juste pour donner quelques idées à nos auditeurs de futurs achats en vue des fêtes de fin d'année? Alors, le dernier qui est disponible, c'est Le Sommet de la peur, qui est encore disponible, qui est sorti il y a quelques mois, et qui traite de l'archéologie expérimentale et des brandons, et qui se passe à Saint-Gaudens, et puis dans toutes les Frontignes, Bagiry, etc. Ça c'est le dernier qui est disponible dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre, les supermarchés, un petit peu partout. Au niveau de l'écriture actuelle, au niveau roman historique, je travaille sur un fait divers réel qui s'est passé au XIXe siècle à Saint-Gaudens. Et c'est une manière pour moi de parler de Saint-Gaudens 1870 à peu près.
Voilà. Donc là, c'est un roman historique basé vraiment sur des faits réels, avec un gros travail d'enquête. Donc j'ai quasiment terminé l'écriture. Et le deuxième, qui est le polar, puisque j'écris tous les ans 2 romans, un historique et un polar. Là, c'est un polar qui est dans le milieu des constructeurs du bâtiment et autres, et donc c'est une enquête autour d'une escroquerie dans la, comment dire, voilà, donc quelqu'un qui fait restaurer, qui crée des chalets et qui est escroqué. Donc il y a toute une histoire autour d'escroquerie dans le monde du bâtiment. Eh bien, nous avons hâte de lire ces nouvelles intrigues. Je vous remercie, Christian Louis, d'avoir accepté cet entretien pour Radio Présence Pyrénées. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon salon. Merci. Et puis, alors, dire que ce salon est très bien organisé, beaucoup de public, et c'est assez formidable. Un très, très bon climat. Merci, à bientôt. Eh, vous connaissez Mireille? Bon, je vais vous la présenter. Elle est juste à côté de vous. Yes. Elle est bonne Mireille, elle a des belles joues, des boucles d'oreilles, couleur acajou, des nattes toutes noires, des ongles en rouge, un joli petit miroir qui lui montre sa frimousse. Mais Mireille ne veut pas que je l'aime, Mireille ne voit pas ma peine, Mireille ne veut pas que je l'aime, Mireille ne voit pas ma peine. Elle balade dans la rue, son petit chien qui pisse, qui pue, qui est tout vilain. Mais si elle m'entendait, je devrais faire une croix, car son toutou c'est sacré. Et j'aime que les chats, Mireille ne veut pas que je l'aime, Mireille ne voit pas ma peine, Mireille ne veut pas que je l'aime, Mireille ne voit pas ma peine. Promenade terminée, elle rentre à la maison, allume la télé, regarde son feuilleton où Hélène est un glaçon. Hélène est un glaçon. Mireille ne veut pas que je l'aime, Mireille ne voit pas, non, 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 ma peine. Mireille ne veut pas que je l'aime, Mireille ne voit pas ma peine. Et elle est moche Mireille, elle est pleine de boue, décollées sont ses oreilles, elle est vilaine comme tout, ses nattes toutes sales, ses ongles tout noirs, tous les soirs elle râle devant son miroir. Mais Mireille ne veut pas que je l'aime, Mireille ne voit pas ma peine. Mireille ne veut pas que je l'aime, Mireille ne voit pas ma peine. Que la gatte qui débutang, la gatte que la coton, la gatte qu'on non. Pleine de tout. Si la gatte qui débutang, la gatte qui débutang, la gatte qu'on non. Vilaine comme tout. Si la gatte que la batang, la gatte qu'on non. La la la. Pleine de tout. Si la gatte qui débutang, la gatte qu'on l'est. Non, si tout le la la la. Si ma maman, yeah ma maman. Tu ma maman, si ma maman. Si ma maman, yeah ma maman. Tu ma maman. Mireille ne veut pas que je l'aime, Mireille ne voit pas ma peine. Mireille ne veut pas que je l'aime, Mireille ne voit pas ma peine. Mireille ne veut pas que je l'aime, Mireille ne voit pas ma peine. Mireille ne veut pas que je l'aime, Mireille ne voit pas. Chers auditeurs, nous sommes toujours au Salon du Livre de Saint-Gaudens, le premier salon du livre de Saint-Gaudens, et deuxième jour, dimanche, en furetant dans les allées du salon, je suis tombé sur un projet novateur. Ce projet, c'est Orbis Mundi. Ce projet est porté à 4 mains par John Cobalt et Stéphanie Aldebert, et j'ai avec moi
L'immense plaisir d'avoir Stéphanie qui va nous parler de son projet. Donc tout d'abord, bonjour Stéphanie. Bonjour Cédric. Merci d'accepter de répondre à mon entretien. Alors, est-ce que Stéphanie, tu peux nous parler, voilà, de la genèse d'Orbis Mundi? Je te vois habillée comme une fée dans un univers d'heroic fantasy. Est-ce que tu peux, voilà, nous situer un petit peu l'univers, l'intrigue, les héros, quelles émotions ressortent de la lecture de cet ouvrage? Parce qu'il y a plusieurs tomes déjà, apparemment. J'en vois au moins 2. Et écoute, Stéphanie, nous t'écoutons avec plaisir. Merci. Eh bien, avec plaisir aussi, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Alors, sans spoiler, je peux vous planter le décor du premier tome, en tout cas. Nous démarrons en Irlande, d'où le côté un peu féerique que tu vois dans ma tenue et les petits lutins que j'ai sur mon stand. Nous démarrons en Irlande avec une jeune fille qui s'appelle Lucie, qui est une adolescente de 17 ans, avec les problématiques de son âge. Et puis, un jour, par accident, je ne vais pas spoiler non plus les futurs lecteurs, eh bien, Lucie, elle va se retrouver projetée dans un monde fantastique. Donc là, elle réalise vite qu'elle est plus sur Terre. Elle a vraiment très peur, elle n'y croit pas du tout, par contre, à cette histoire-là. Elle se demande vraiment ce qu'elle fait là. Elle a qu'une envie, tu te doutes bien, c'est de rentrer chez elle. Et puis, elle va rencontrer un petit léprechaun. Tu sais ce que c'est, les petits lutins qui ont les chaudrons avec les pièces et qui font apparaître des arcs-en-ciel, des choses comme ça. Alors, certains disent léprechaun ou léprechaun, peu importe. En tout cas, nous sommes partis de cette légende très populaire irlandaise pour emmener nos lecteurs sur d'autres créations un petit peu féeriques. Donc, Lucie va rencontrer ce lutin avec un caractère de cochon. Ce personnage s'appelle Gawain. Il n'a jamais été de bonne humeur de sa vie. Il râle, il rouspète, il roumègue. Il a un humour noir à couper au couteau. Bon, mis à part le fait qu'il soit très drôle, ça reste un être magique, donc il a certains pouvoirs. Et le pouvoir magique qu'il a, eh bien, c'est de passer d'orbe en orbe. Je m'explique. Certains orbes sont sacrés, nous les appelons les Orbis Mundi. Ils permettent aux léprechauns d'accéder à un autre monde. Donc Gawain pourrait ramener Lucie sur Terre d'un simple coup de baguette, entre guillemets, mais il ne peut pas le faire dans le sens où il n'a jamais entendu parler de la Terre. Ils sont donc obligés de partir à l'aventure, un petit peu au hasard, mais comme le dit le tome 1, le hasard n'existe pas. Donc ils partent de monde en monde, d'orbe en orbe pour essayer de retrouver le chemin de la Terre, et dans chaque monde, il va leur arriver des aventures incroyables, et dans chaque monde, originalité, il y a une musique. Alors justement, c'est ça qui m'a attiré quand j'ai vu ton stand dans les allées du premier salon du livre de Saint-Gaudens. C'est que ce ne sont pas que des ouvrages. Alors, mon terme est un peu mal choisi peut-être. Moi, je parle d'ouvrages augmentés, ou en tout cas de choses qui renforcent l'immersion du lecteur dans l'histoire. Et là, en l'espèce, c'est pas qu'une simple playlist ou un ensemble de chansons. Il y a quelque chose, donc c'est John qui a travaillé sur cette partie musicale, sauf erreur de ma part. Vous avez créé une vraie comédie musicale qui accompagne, on va dire, le lecteur, la lectrice, dans ce glissement de monde en monde, si je peux dire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Stéphanie ? Exactement, tu as tout à fait les bons termes, puisque nous sommes, on va dire, la première comédie musicale en roman Heroic Fantasy. En fait, grâce au QR code qu'on retrouve au tout début du roman, ça permet au lecteur d'accéder à une playlist gratuite, bien sûr. Après, nous retrouve sur Spotify, Deezer, enfin Amazon Music, tout ça. Et cette playlist, donc, c'est pas simplement une playlist où on s'est inspiré de telle ou telle musique pour accompagner notre lecture. Non, non. Ce sont des créations, comme tu l'as si bien dit, John est le compositeur de ces musiques. Nous avons écrit les chansons car elles s'intègrent parfaitement au récit. Donc, à un moment donné, quand vous lisez et que vous arrivez sur une page illustrée, vous arrivez donc sur une chanson. Le personnage se met à chanter comme dans une comédie musicale. Donc vous écoutez la chanson en même temps que vous lisez ce passage-là. Et nous avons gardé le côté comédie musicale dans le sens où tous les dialogues de notre roman sont écrits en colonne théâtrale. Donc c'est un hybride entre le théâtre, le roman, plus la musique qui va rendre le tout beaucoup plus immersif, beaucoup plus visuel.
Alors c'est passionnant ce process de création en tout cas, c'est ce mélange des genres on va dire. Déjà l'association musique-roman, alors plus que musique, comédie musicale. En fait c'est presque deux œuvres qu'on pourrait dissocier mais qui sont tellement complémentaires, imbriquées l'une dans l'autre qu'on ne pourrait pas les séparer. Alors moi je voulais juste apporter une petite précision sur ce que tu as dit, c'est que effectivement toute la comédie musicale est diffusée sur toutes les plateformes qui vont bien, mais d'un autre côté vous avez aussi édité quelques CD et je trouve que l'association livre plus CD peut faire un très joli cadeau au pied du sapin. Donc en parlant de création, un peu en préparant cet entretien, je voulais un petit peu savoir comment vous était venue cette idée d'associer comédie musicale et univers romanesque d'Heroic Fantasy dans un univers irlandais. Alors pourquoi l'Irlande? Il y a peut-être aussi quelque chose de particulier. Puis plus largement ensuite, une autre question, c'est comment peut-être les nouvelles technologies interviennent dans votre processus de création. Vous êtes aussi deux à écrire. Donc, écrire à quatre mains, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des spécificités? Bon, il y a peut-être déjà beaucoup de questions là. Donc, ça fait vraiment beaucoup de questions. Donc, on va revenir en arrière. On va toujours commencer par la dernière. C'est peut-être plus efficace. Déjà, donc vous êtes deux auteurs. Vous avez écrit à quatre mains. Quelles sont un peu, déjà, pourquoi quatre mains? Et plutôt quelle spécificité c'est de créer un travail à deux? Est-ce que, voilà, par exemple, dans la création, dans la durée de la création, vous avez eu des accords, des désaccords? Est-ce que tout était rose ou vous vous êtes chiffonné? Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Stéphanie? Avec plaisir. Alors en fait, ça va répondre à plusieurs questions finalement, puisque John et moi, on se connaît depuis plusieurs années. Nous travaillons déjà ensemble. Nous sommes tous les deux des artistes de scène. Lui, il est musicien, comme tu l'as compris, et compositeur, interprète. Moi, je suis chorégraphe, chanteuse, voilà. Et on a créé ensemble plusieurs spectacles, de la variété, du cabaret, des spectacles pour enfants. Et il y a quelques années de ça, on a eu envie d'écrire une comédie musicale. Parce que voilà, c'est un univers qui nous plaît, qui nous parle à tous les deux. Et comme on avait déjà plusieurs projets ensemble, on s'est dit, on va écrire notre comédie musicale. Et comme nous sommes de la même génération, nous avons le même humour, nous avons les mêmes références, on est un peu des geeks aussi, on a dit, on va choisir l'univers Heroic Fantasy. C'est un univers qui nous parle. L'avantage de cet univers-là, c'est que c'est nos limites en termes de créativité. Donc, on a commencé à parler d'abord, à échanger en disant tiens, ça pourrait être dans telle idée, dans tel univers. Et on a commencé à écrire. Donc là, ce qui était amusant, c'est que on s'enregistrait tous les deux de nos discussions. On discute, alors en plus, sachant que quand on discute tous les deux, ça part vite en fou rire plutôt qu'en chiffonnade. et on écoutait après, chacun de son côté se mettait à écrire ce qu'il retenait de la discussion. On remettait notre travail en commun et on décidait de garder, tiens, là, dans ton dialogue, j'adore cette punchline. Il y a beaucoup d'humour aussi dans nos livres. Donc voilà, j'aime beaucoup ça. Ah tiens, ça c'est sympa. Ah oui, tiens, tu sais, là, on avait parlé de tel détail, il faudrait peut-être l'approfondir. Ou ça, finalement, c'est pas nécessaire. Donc ça s'est fait assez simplement parce qu'on a l'habitude déjà de travailler ensemble. Mais par contre, on a été tellement prolifique, on va dire, dans nos idées, que le livret de comédie musicale basique s'est étoffé à tel point que c'en est devenu tout un roman. Et là, on s'est regardé, on a dit, ça n'existe pas, ça, le roman comédie musicale, si on inventait le genre. Ça s'est fait un peu par accident, en fait, d'un simple livret de comédie musicale, où on s'est rendu compte que finalement, notre comédie musicale allait durer 6 heures. Donc, on en a fait un roman. Et ça s'est fait naturellement. Alors, pour continuer un petit peu notre discussion sur comment vous avez créé, j'aime bien interroger les auteurs sur justement le rapport des nouvelles technologies aux auteurs, alors sur un double aspect. Le premier aspect, création. Donc, on peut parler peut-être d'Internet et de l'IA. Et est-ce que pour vous, toi et John, ça a été une aide ou peut-être c'est un outil d'inspiration ou un outil qui peut permettre d'explorer peut-être plus vite, de tenter des choses parce que des fois le temps matériel, le temps ne se dilate pas et que l'IA permet d'explorer, de tester des choses que on n'aurait pas forcément le temps matériel de tester. Voilà, ta perception ou la perception de John sur cet aspect-là. Et aussi, j'aime bien parler quand on est un nouvel auteur
de comment finalement l'Internet et les réseaux sociaux, hein, surtout, permettent, de se faire connaître, ou quel est voilà, ton sentiment à toi sur l'Internet et les réseaux. Merci. Alors, concernant l'IA, je t'avoue que le projet, en fait, ça fait finalement quelques années qu'on est sur ce projet-là. Quand on a commencé à écrire, c'était quand même moins en vogue que là, depuis 2 ans, où on parle de ChatGPT, qu'il fait les devoirs des gamins ou des choses comme ça, j'exagère, mais presque. Donc, c'est pas quelque chose qui nous a été utile. On n'a pas eu recours à l'IA en termes de créativité. Et puis, étant déjà à 2 cerveaux, on a été assez chargé d'idées. Donc, on n'a pas eu besoin de ça. Je sais juste que John, il a aussi un côté infographiste, toutes les couvertures, les illustrations qu'il a pu faire. John a utilisé certaines certains outils d'IA pour avoir des idées quand tu as une idée précise d'un personnage, par exemple, pour que ça prenne forme en termes de visuel. Voilà. Plus pour le visuel, pour lui, après, se permettre de faire des compositions graphiques avec. Parce qu'on n'est pas illustrateur. On n'a pas fait appel à d'illustrateurs pour des raisons simplement financières. Mais voilà. Donc, il est par contre dans l'infographie, il a pu composer. Donc, je sais qu'il y a certains visuels qu'on retrouve sur Internet qui ont été générés et aidés, en tout cas, par l'IA. L'IA n'a pas tout fait, mais je sais qu'il a utilisé cet outil-là. Il y a des outils à notre portée qui sont bien faits et qui de façon raisonnable et ont permis de faire des jolis visuels. Tu vois, comme les kakémonos qu'on a, il y a certains visuels qui ont été proposés, mais c'est quand même John qui a fini par composer tout le visuel autour. Alors pour les auteurs émergents, tout ce qui est réseaux sociaux, ça c'est l'indispensable. Sauf que moi c'est une catastrophe, j'ai vraiment du mal avec ça. Alors je me suis fait aider par une amie qui elle est dans le milieu. Donc oui, on a Instagram, on a Facebook, on a TikTok et on est sur les réseaux comme ça. On peut nous trouver sur Instagram, c'est Cobalt Chronicle. Sur Facebook, c'est John Cobalt Aldebert. Et TikTok, c'est sur Orbis Mundi. Voilà, nous avons un site internet, orbis-mundi.fr, où sur ce site internet, vous allez retrouver toutes les musiques de nos romans, ainsi que les teasers et les vidéos, parce qu'on a fait aussi un clip vidéo du premier single de notre premier tome. Voilà, donc on utilise les réseaux pour essayer de se faire connaître, bien entendu. On a fait appel aussi à des chroniqueuses. Je dis des chroniqueuses parce que j'ai été interpellée par des filles essentiellement. Mais voilà, c'est un réseau qui est à l'heure actuelle vraiment nécessaire. Bien, je te remercie Stéphanie à la fois pour ces réflexions et ce très bel échange. Donc je rappelle le travail que vous avez développé ensemble, un travail hybride, comédie musicale, roman héroïque fantasy qui se passe, ou qui a pour base le folklore irlandais. Donc 2 auteurs, John Cobalt, Stéphanie Aldebert. Le roman en plusieurs tomes, Orbis Mundi, chez Hello Éditions. Oui. C'est bientôt Noël, donc ça peut être une excellente idée de cadeau au pied du sapin. Donc je rappelle aussi que ce ne sont pas que des ouvrages, il y a un joli CD qui accompagne et que, ces titres sont disponibles dans toutes les bonnes librairies sur commande et sur toutes les bonnes plateformes et sites internet du domaine pour vous les procurer afin de faire plaisir autour de vous. N'hésitez pas. Merci Stéphanie d'avoir répondu aux questions de Radio Présence Pyrénées sur le premier salon du livre de Saint-Gaudens. Merci beaucoup. À bientôt. C'est avec cette dernière interview que s'achève notre voyage au sein du premier salon de lecture de Saint-Gaudens organisé au Cube, édition 2025 par l'association Comme un livre, et on vous dit rendez-vous pour la seconde édition en 2026, toujours organisé par l'association Comme un livre. Et j'espère que ce voyage littéraire vous aura donné quelques idées de cadeaux pour le sapin qui est présent dans votre maison et qui
manque encore de quelques idées pour le décorer. À bientôt sur Radio Présence Pyrénées. Radio Présence dans le Comminges 94.1.